Avant de passer la parole à Marc, je veux demander à Madame la responsable du foyer, c'est ça excusez-moi. Pas du tout, je vais me présenter, comme ça ce sera plus simple. Bonjour, donc je m'appelle Agathe Wurtz, donc je suis la déléguée épiscopale au mouvement et aux associations de fidèles. C'est-à-dire que je représente l'évêque, aujourd'hui notre administrateur apostolique, auprès donc des réalités des mouvements, des nouvelles communautés, du renouveau charismatique. Voilà ma mission aujourd'hui. Et donc, je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi. Je serai parmi vous jusqu'à 16h. Aussi pour découvrir votre mouvement, même si je le connais par les représentants alsaciens, comme Catherine, Sylvie. Nous nous retrouvons de temps en temps pour des rencontres et aussi du travail intermouvement. Et donc, alors bienvenue à chacun et à chacune en Alsace, à Strasbourg, parce que je crois que vous venez de toutes les régions de France. Donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir et surtout, je vous souhaite un bon temps ici au FEC, dans la maison diocésaine, où vous allez rejoindre donc pour vos carrefours, et c'est là où j'ai mon bureau. Voilà. Donc c'est pour ça que je sais que vous avez loué donc des salles, et c'est vraiment très bien. C'est aussi la maison des mouvements, donc tous les mouvements ils sont vraiment bien accueillis. Et puis je tenais à vous remercier aussi pour le thème que vous avez choisi. C'est-à-dire avec nos différences, bâtir une fraternité universelle. Quand j'ai vu ce thème-là, j'ai dit « Waouh, super !» Vraiment, très beau, parce que je crois que c'est un vrai défi, la fraternité universelle, aujourd'hui, demain, parce que il y a vraiment des ponts à construire, il y a du vivre ensemble, il y a du dialogue, et nous voyons bien un peu ce qui se passe dans notre société actuellement. Il y a des belles choses, mais aussi des moins belles, et la fraternité peut vraiment être, je dirais, un bon remède. Voilà, alors merci de m'avoir donné la parole, et puis bon temps à vous. Belle université d'été, et puis aussi un bel été, de bonnes vacances, parce que je pense qu'après il y aura aussi un peu de repos pour chacun, surtout pour l'équipe qui a préparé. Je pense que c'est toujours un grand travail, mais après quand on voit les beaux fruits, on oublie la fatigue. Voilà, merci, et puis bon week-end à vous. Merci Madame la déléguée épiscopale. Donc maintenant, Marc Deluzet, président national de l'ACI, va présenter cette université et vous accueillir. Merci Christian. D'abord, je voulais tous vous remercier d'être venu ici à Strasbourg, un petit peu partout en France, puisque toutes les régions sont représentées, gens de Toulouse, des gens de Bourgogne, des gens de Nantes, du Nord, voilà. Merci, et on est près d'une centaine, donc c'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans et plus que l'an dernier aussi. Donc c'est déjà un succès en soi. Je voulais remercier, mais Françoise le fera aussi, les invités de cette table ronde, ils sont là, mais aussi un peu par anticipation ceux qui seront avec nous demain et après-demain. Et puis peut-être, alors je disais que ça serait bien de lui donner la parole à, je n'ai plus son prénom, le directeur du FEC, du foyer, Étienne. Il est en bas, mais on lui donnera la parole peut-être, on verra avec Christian, parce qu'en fait le foyer, là, il a ses origines dans le mouvement personnaliste, qui est à l'origine des mouvements d'action catholique comme l'ACI, et c'est important qu'il puisse relater rapidement un petit peu cette histoire et le sens du foyer. Donc on est un peu doublement chez nous ici avec lui. Et donc le remercier. Alors quelques mots mais je vais être bref sur le thème parce que effectivement il y a beaucoup de conflits aujourd'hui autour des différences et de l'articulation. On s'est rendu compte quand on a réfléchi au thème de l'université d'été qu'il y avait un vrai débat. Alors il y a la fraternité, mais on y est sensible parce que
l'encyclique du pape Fratelli Tutti parle de fraternité, mais le sujet, ce n'est pas seulement la fraternité, c'est d'abord aussi l'articulation entre les différences et l'universel. Il y a conflit parce que d'une certaine manière, chacun tend à considérer que ses propres spécificités devraient... Alors, soit on les défend parce qu'on a peur qu'elles disparaissent, mais a tendance à considérer qu'elles sont d'essence universelle et particulièrement dans notre histoire, on a pu finalement considérer que notre manière de vivre, de penser, de croire valait finalement pour l'humanité. Et que, alors il y a eu déjà dans nos sociétés le droit à la différence qui était finalement pensé comme un écart à la norme, mais avec une norme qui était relativement homogène. Et puis la mondialisation a fait que, bien sûr, les différences sont devenues de plus en plus visibles, des différences spirituelles, des différences d'origine, des différences de toutes sortes. Et dans cette montée des différences, il y a donc eu des minorités qui, pour se faire reconnaître, ont remis en cause la dimension universelle. Et donc la question, c'est comment on articule ces choses-là, sachant qu'effectivement, ça peut mettre en cause la fraternité. Et peut-être une des pistes qu'on propose, je pense, qu'on va essayer de travailler dans les parcours et puis dans les tables rondes, c'est l'idée peut-être de reconstruire un universel qui serait non pas un universel plat, mais qui serait un universel kaléidoscope, vous voyez, avec l'ensemble des différences. C'est-à-dire où les différences trouveraient place dans une nouvelle vision de l'universel. Et ça... Voilà, c'est une des pistes, un fil rouge qu'on essaye de tenir. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'une des raisons que nous avons aussi de le faire, c'est que catholique, en grec, c'est du grec, ça veut dire universel. Donc dans le nom même de l'Église catholique, il y a la dimension de l'universel. C'est-à-dire que les premières communautés chrétiennes ont eu des débats. Est-ce que les non-juifs pouvaient être chrétiens ? Et il y a des textes dans les Actes des Apôtres où il y a une querelle entre Pierre et puis Pierre-Paul et puis les anciens qui disent est-ce que ceux qui sont circoncis peuvent être chrétiens, ceux qui ne sont pas circoncis peuvent être chrétiens, vous voyez. Et l'Église s'est construite sur une ouverture au monde et le fait que le message, la parole de Dieu, était adressé à tous les hommes. Donc c'est au cœur même de la conception que nous avons. Et j'étais à une table ronde il y a 2 mois et j'ai trouvé ça très intéressant. C'était une autre personne, une autre responsable d'un mouvement d'action catholique qui disait, alors c'était pour les enfants, elle disait « Nous ne sommes pas le mouvement des enfants catholiques, nous sommes le mouvement, l'action catholique des enfants. » C'est un peu pareil pour la CI. Nous ne sommes pas l'action des milieux indépendants catholiques, ceux qui se reconnaissent comme catholiques, nous sommes une manière catholique d'être par rapport aux milieux indépendants. C'est-à-dire qu'on est, si vous voulez, dans une vision de cette dimension d'ouverture au monde, d'ouverture à l'ensemble des différences. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que le thème est articulé avec cela. Et puis, dernier mot, je reviens sur la fraternité. Vous verrez qu'à la fin du livret du participant, on a mis un petit texte qui avait été donné par Pierre Jox à un Bondi Blog en 2016, où à la fin du texte, vous verrez, il rappelle que le mot fraternité n'a pas toujours été dans la devise républicaine. On a tendance à penser que la fraternité, ça va avec la liberté et l'égalité. En fait, la fraternité, le mot, a été introduit en 1848. C'est la Deuxième République, la République démocratique et sociale, qui a duré assez peu de temps, entre février et mai 48, qui a introduit dans la devise républicaine le mot fraternité. Parce qu'auparavant, nous n'étions pas tous frères, parce qu'il y avait encore l'esclavage. La Révolution de 48, elle a fait pas mal de choses. Elle a supprimé l'esclavage, elle a mis le mot fraternité dans la devise républicaine.
Bien, on commence avec 10 minutes d'avance, c'est chouette. Et on va attaquer par une première table ronde. Donc à propos des différences, on s'est dit que là où on rejoignait des différences, c'est l'international, et qu'aujourd'hui, l'international vient à nous. Donc cette table ronde, on l'a intitulée « Citoyens du monde ». Doit-on s'en protéger ou cela fait-il partie de notre monde ? Parce que, comme je venais de vous le dire, donc qui dit international dit forcément des gens de cultures différentes, voire de religions différentes, de plein de choses différentes. Et par rapport à ces différences, comment on réagit ? Est-ce que notre porte, elle est fermée, entrouverte, grande ouverte ? Bon, quelle place on peut avoir ? Et dans ce contexte international, par rapport à ce que déjà vous avez pu dire et puis que Marc a dit, bâtir une fraternité universelle qui est ce pourquoi on est venu un petit peu voir comment c'est possible. Donc est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est une aspiration réalisable ? Et si oui, alors à quelles conditions on pourrait réaliser cette fraternité ? Alors on a été un petit groupe pour préparer cette table ronde et pour avancer sur le sujet, on a pensé demander à 4 personnes d'être présentes. D'une part, 2 personnes venues de l'étranger, en France. Donc, Tanöz Sadegpour, qui est venu depuis l'Iran en 2018, et Hans Herz, qui est venu d'Allemagne en 1952. Et puis à 2 Français qui ont fait toute leur carrière à l'étranger. Donc Bernard Lepivin et Gérard Duval. Alors, ces personnes qu'on a sollicitées, qu'est-ce qu'on leur a demandé ? On leur a posé les mêmes questions à chacun, c'est-à-dire, de relire leur cheminement à l'international, donc avec des chemins bien différents, entre si c'est dans un sens ou dans l'autre, bien sûr, et chercher à travers ce cheminement pour exprimer ce qui a nourri ou au contraire limité leur vécu de fraternité internationale dans le parcours qu'ils ont pu faire donc, dans ces rapports internationaux, ce que cela a transformé dans leur vie et en quoi cela génère ou non du commun. Est-ce que ça ouvre à l'universel ? Alors on a choisi de les écouter tour à tour dans leur exposé, volontairement plutôt assez bref, afin de laisser assez de temps avec vous tous pour pouvoir échanger, discuter, réagir à ce qui aura été dit. En premier, nous avons écouté Bernard Lepivin. Donc Bernard, ancien coopérant au Cameroun, vous avez travaillé 10 ans entre le Mali et le Cameroun dans le pompage de l'eau dans les villages. Puis après un travail de 14 ans à Chartres, vous habitez actuellement chez Veolia, alors comme responsable dans la production d'eau potable et traitement des eaux usées. Et arrivé à un certain âge, vous avez souhaité finalement ces 2 passions, le métier de l'eau et l'Afrique. Et là, en devenant consultant, alors le terme savant, une organisation du service public de l'eau pour l'Afrique subsaharienne, toujours basée à Chartres, c'est comme ça que nous sommes rencontrés, avec des missions sur place, puis en créant une structure associative, SEV. Alors j'ai fait une erreur dans le dossier du participant que vous avez tous. Cette présentation est notée, et c'est, paraît-il, important, j'ai oublié le S après, de la fin de SEV. C'est 5 lettres et non pas 4. Voilà. Donc, vous allez pouvoir nous en parler un petit peu plus, et on vous laisse la parole, a priori, pour une dizaine de minutes. Merci, Bernard. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais reprendre un tout petit peu ce que disait Françoise. Bon, je suis né il y a 68 ans à Brest, d'une famille de marins de la Marine nationale. Ensuite, donc, effectivement, 2 ans de volontariat au Cameroun. Je voulais juste ajouter que c'était en lieu et place du service militaire de l'époque. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas d'aller-retour tous les 6 mois. C'était 2 ans là-bas et il n'y avait pas WhatsApp. Hein, donc, il n'y avait pas de communication. Voilà. C'était vraiment une immersion, on va dire, totale. Hein. Donc ensuite, je passerai rapidement donc, sur jeunes professionnels Mali et au Cameroun dans le pompage manuel dans les villages, hein, apporter de l'eau, mais dont 5 ans en résidence en famille, mais en famille très naissante, hein, donc mon épouse et notre premier enfant. Ensuite, donc effectivement,
14 ans chez Veolia en France. Et puis à 45 ans, alors je ne sais pas si c'est en lien avec la crise de la quarantaine, mais voilà, je voulais vraiment renouer avec l'international et, comme l'a dit Françoise, associer vraiment ces deux thèmes, l'eau, qui est un métier passionnant, et l'Afrique, qui est un continent passionnant. Et donc, effectivement, j'étais consultant, donc avec des missions, environ 6 mois de missions par an, mais en mission courte, ça dépend de qui en parle, si c'est mon épouse ou si c'est moi, mais donc des missions de 2 semaines à 2 mois maximum. Et puis, comme j'étais pas très content de la façon dont ces projets étaient menés, ce sont des projets, je travaillais sur des projets financés par des grands bailleurs internationaux, l'AFD, les Nations Unies, l'Europe, etc. J'ai créé ma propre structure, donc qui s'appelle SEV, Système économiquement viable pour l'eau au sud. C'est pour ça qu'il fallait le S de la fin. Donc on en reparlera un petit peu derrière, mais là c'était vraiment une nouvelle aventure. Et puis depuis 1 an et demi, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Et je continue quand même à appuyer l'ONG et l'association. Et l'association, on travaille sur les pays du Tchad, du Niger, du Mali, du Togo, du Burundi et du Cameroun. Donc s'il y en a qui veulent me poser des questions après sur ces pays, ce sera avec grand plaisir. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que mon expérience, elle est vis-à-vis de l'Afrique. L'Asie, ça peut être autre chose. Voilà, les autres pays peuvent être assez différents. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'international? Bon, j'allais dire, c'est un petit peu dans mes gènes, famille de marins. Mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui, au contraire, entre autres en Bretagne, ils restent dans les terres. Ils connaissent à peine la mer alors qu'ils sont à 40 km. Nous, les marins, au contraire, nous, on est plutôt partout. Ensuite, c'était peut-être aussi en réaction avec la tristesse et les Français qui sont toujours ronchons. Et je me rappellerai toujours d'un Malien avec qui j'ai fait un petit parcours sur le fleuve Niger dans une pinasse, c'est-à-dire une très grande pirogue chargée de marchandises. Lui, il partait, il n'avait rien. Quand je dis rien, c'est-à-dire que voilà, il avait ce qu'il avait sur lui, point. Et donc il partait vers la Libye, vers l'Europe après, mais par le biais de la Libye, avec à l'époque il y avait encore le grand frère Kadhafi. Bon, ça c'est un peu ancien. Voilà. Alors qu'est-ce qui me motive maintenant? Qu'est-ce qui fait que voilà. Je dirais qu'il faut d'abord avoir envie d'y aller. Faut vraiment faut que ce soit une notion de désir, de voir du pays, bien sûr, mais c'est surtout de rencontrer d'autres personnes, des échanges, des discussions. J'allais dire aussi d'être dérangé dans mes habitudes, de se remettre en question. En résumé, souvent je dis que les premiers voyages en Afrique, il y en a qui en ont vécu, là, que ça décoiffe. C'est vraiment... on remet en cause pas mal de choses. Alors ce que je dis souvent pour des jeunes volontaires qui veulent partir sur site, c'est de ne pas y aller parce qu'il faut aller aider les plus pauvres, mais c'est vraiment qu'il faut qu'ils aient envie d'y aller. Parce que s'ils ne sont pas à l'aise là-bas, ça ne va pas coller. Il faut vraiment qu'ils soient à l'aise et pas « ah, il faut que j'aille rendre service ». Le fait de travailler en particulier avec une ONG, ça permet d'aller vraiment plus loin. Surtout que dans les ONG, on essaye d'avoir des relations équilibrées et on prend un risque, mais on demande aussi aux partenaires de prendre un risque. Et en particulier, c'est un des points forts de notre ONG, c'est de demander à nos partenaires de prendre des risques. Il y a une motivation qui est assez importante, surtout en tant que consultant, c'est que sur place, rapidement, on est quelqu'un. Sur place, rapidement, on
On participe à des décisions. Personnellement, j'ai participé à des orientations gouvernementales pour le domaine de l'eau au Tchad. Je rencontrais les ministres sans aucun souci. À Chartres, j'ai jamais réussi à voir le maire. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une différence. Et c'est vrai que ça motive, quoi. On a vraiment un impact. Hein. On peut avoir un impact si on le veut. Hein. Par contre, qu'est-ce qui peut nous limiter dans cette recherche de fraternité, on va dire internationale, universelle, on en reparlera tout à l'heure, hein, ben c'est notre richesse. C'est clair que nous, on est vu comme un portefeuille, quoi. Hein. Donc c'est pas évident d'aller au-delà de cette relation. Hein. Il y a des grands risques d'incompréhension et de difficultés de communication, hein, du fait des différences culturelles, du mode de pensée, des visions du monde. Il y a une expression qui, quand on est en Afrique, les Africains nous disent « vous avez la montre, mais nous, on a le temps ». Voilà. Donc, quand on mène des projets, ce n'est pas toujours facile à gérer. Hein. Oui. Voilà, du coup, il y a un point important, c'est que c'est très difficile de savoir ce qu'ils pensent. Donc il faut vraiment prendre du temps là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent penser, qu'est-ce qu'est leur vérité, on va dire. Hein. Alors, fraternité universelle, bah, effectivement, ce n'est pas simple. Hein. On ne sera jamais le frère de tout le monde, hein, ça c'est clair, mais c'est possible d'essayer, en tout cas d'avoir des amis. Hein. Et pour ça, bah, qu'est-ce qui permet d'aller vers l'autre? Bah, c'est vraiment une attitude personnelle, je dirais. Bah, il faut d'abord commencer par s'accepter, hein, blanc et riche. Ça, il faut le savoir. On ne va pas devenir noir et sans beaucoup d'argent, donc on est là-bas, on est blanc et riche. Avoir l'humilité d'accepter que tout le monde ne pense pas comme vous. Hein. Et puis ne pas vouloir changer l'autre. Il ne s'agit pas de changer l'autre, il s'agit de travailler ensemble. Hein, c'est vraiment différent. Hein. Alors, moi j'aime bien aussi dire qu'il faut se positionner en partenaire et pas en personne aidant. Quand on est là, ah ben on vient vous aider, etc. Non, on vient travailler ensemble. Et dans le cadre de l'ONG, on a vraiment pu mettre en place des partenariats. Hein. Peut-être parce qu'on s'est beaucoup inspiré de réflexions des locaux. Hein. Par exemple, hein, au Mali, ils ont un proverbe qui dit que la hyène va manger la chèvre communautaire en premier. D'accord ? C'est-à-dire que le communautaire, c'est bien en théorie, mais en pratique, bon, c'est à voir. Hein. Et je voudrais partager avec vous une fraternité vécue. Hein. J'aurais vraiment souhaité que un ami tchadien qui s'appelle Garia Nouba, dit Nouba, soit présent, hein, parce qu'on nous appelle frères. Et on a essayé de travailler ensemble sur qu'est-ce qui fait qu'on est, alors qu'on est vraiment totalement différents, hein, qu'est-ce qui fait que on a réussi à vraiment bien travailler ensemble. C'est qu'on a un peu les mêmes valeurs, hein, mises en avant de l'humain. Hein. Alors l'optimisme, le parti pris pour l'espoir et l'espérance. Hein. Je parlais des ronchons en France. Quand on connaît l'Afrique, on se demande pourquoi on est ronchon en France. Hein. Et puis, lui, il a mis de côté une potentielle carrière dans le pétrole pour faire de l'eau pour les villages. Donc ça aussi, c'est quand même une marque c'est presque un sacerdoce quelque part. Hein. Et en conclusion, et j'allais dire, mais Marc, il m'a piqué la conclusion, puisque moi je disais que la fraternité universelle ne veut pas dire fraternité uniforme. Donc il a dit fraternité plate, mais on est alors là totalement d'accord. Selon les continents, etc., ça sera vraiment différent. Mais ça vaut le coup d'essayer, hein, ça je peux vous garantir. Alors, un petit proverbe, si on veut. Quand quelqu'un revient de mission, si c'est un stagiaire, un expert, eh ben, il fait un rapport de 500 pages. Il a tout compris, il sait ce qu'il faut faire, il n'y a plus qu'un faucon. Hein. Un volontaire, lui, qui passe 2-3 ans là-bas,
ben, il dit, ben, voilà ce qu'on a fait, puis on pourrait peut-être faire ça. Et puis ben, un missionnaire religieux, par exemple, qui a passé quasiment sa vie là-bas, ben, voilà, point d'interrogation. Alors, qu'est-ce que ça a pu transformer dans ma vie? Alors, je ne dirais pas que ça a transformé dans ma vie, mais ça a vraiment transformé ma vie. Hein. Bon, j'ai vraiment toujours autant de plaisir à y aller, mais je suis aussi très content de rentrer. Hein. Voilà, aller vivre définitivement là-bas, non. Je suis très content de rentrer, ça c'est clair. Mais ça a vraiment donné du sens à ma vie professionnelle. Parce que, voilà, j'ai un peu évoqué, on voit les résultats de son action, on a un vrai impact. Et puis on est reconnu, c'est pas mal quand même. On n'est plus quelqu'un, on n'est plus personne, on est au contraire quelqu'un. Hein. Voilà. Hein, et ça permet vraiment de relativiser, et j'ai un peu évoqué, hein, d'apprécier ce qu'on a chez nous. Voilà, ben je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop bavard, un petit peu quand même. Merci Bernard, jusqu'à être venu avec une chemise de l'Afrique quand même. Donc merci de votre témoignage. Donc ce que je peux retenir, c'est que rencontrer en Afrique l'autre, différent, ben, ça oblige à se remettre en question. Pour travailler ensemble. Je crois que ça va être un peu un maître de mots qu'on va découvrir. Et en plus, au sein d'une ONG, ça demande d'être dans un dialogue véritable et que la communication est difficile, hein, comme vous l'avez dit. Et devenir frère quand on est si différent, eh ben, ce n'est pas une masse à faire, ça pose plein de questions, mais vous avez pu vivre comme ça de réelles amitiés. Maintenant, Tanaz va nous partager son témoignage. Donc, Tanaz, iranienne, vous avez fui votre pays en 2018 pour des raisons religieuses et politiques. Passé par un camp de réfugiés en Allemagne, vous êtes arrivé dans un foyer à Vichy, où une nouvelle vie a commencé, avec l'envie de vous reconstruire, tout en restant fidèle le plus possible à votre pays et ses traditions. Côtoyant des cultures diverses, vous avez cherché à avancer en étant différent. Et nous allons maintenant écouter le détail de votre expérience que vous préférez nous lire. Vous avez préféré faire ceci par manque de confiance en votre français, qui pourtant, je trouve, est déjà très très bon. Merci Tanaz. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tanaz Saderpour et je suis iranienne. Mon mari et moi avons immigré en France en 2018 à cause de circonstances religieuses et de problèmes politiques. Comme nos enfants vivaient en Allemagne, nous avons décidé d'y aller et de devenir des réfugiés. Comme nous n'avions pas beaucoup de temps et que nous devions quitter l'Iran rapidement, nous avons obtenu un visa français, car nous avions besoin de plus de temps pour obtenir un visa allemand. Nous avons d'abord pris l'avion pour Dubaï, puis vers Hambourg. Nous y avons demandé l'asile. Nous avons passé 8 mois dans le camp de réfugiés. C'était une période très difficile. Les chambres n'avaient pas de clé et la salle de bain et les toilettes étaient partagées. Nous n'avions pas le droit de cuisiner et la nourriture qu'ils nous donnaient était horrible. Nous ne nous sentions pas en sécurité dans ce camp, presque comme en Iran. Nous vivions dans l'anxiété et la peur jusqu'à ce que nous entendions qu'une nouvelle loi était en train d'être adoptée. Après l'adoption de la procédure Dublin, un soir, la police est venue dans notre chambre et nous informait que nous devions quitter l'Allemagne. Parce que nous avions obtenu un visa Schengen auprès de l'ambassade de France. Conformément à la loi Dublin, nous avons dû demander l'asile en France. C'est pourquoi la police allemande nous a emmenés d'Allemagne en France. Nous avons été transportés par avion à Lyon.
8 policiers nous accompagnaient à Lyon. Cependant, ils ont été très gentils avec nous. Puis, 2 policiers français nous ont transférés à Vichy par le train. Dans le foyer, on avait une chambre avec une clé, heureusement. La salle de bain, les toilettes et la cuisine étaient partagées. Dans le foyer de réfugiés à Vichy, il y avait des personnes de différents pays, ce qui me permettait de connaître des cultures, des langues et des aliments variés. Un nouveau chapitre de ma vie a commencé. Je me sentais désemparée, car il me semblait difficile de repartir à zéro. Cependant, je me suis adaptée à ce nouvel environnement. Nous avons commencé à apprendre le français. Après avoir rencontré les Français, j'ai senti que j'étais fortement capable de recommencer et de remonter la pente. Et cela ne serait pas arrivé sans les encouragements et la gentillesse de nos professeurs et amis que nous avions dans l'Église. Ils étaient très bienveillants et compatissants. Nos amis nous ont donné l'espoir de vivre et d'avancer. Leur humanité et leur comportement ont rendu supportable la douleur d'être loin de notre patrie. En arrivant en France, certaines choses que j'ai vues m'ont paru étranges et en même temps positives. L'une des plus positives, c'était la liberté. C'est incroyable. Il n'y a presque aucune liberté en Iran. On ne peut pas choisir sa façon de penser, de s'habiller, ni même de s'exprimer. Ce qui signifie littéralement d'imposer la vie islamique à tous les Iraniens. C'est plutôt l'obligation de vivre sa vie comme le gouvernement nous le dicte. C'est humiliant. Je viens d'une civilisation très riche et ancienne, l'Iran. C'est un beau pays qui est malheureusement tombé entre les mains de ceux qui ont détruit toute l'identité nationale. Pour me sentir bien ici, je dois conserver nos coutumes, notre culture, tout en m'adaptant à un nouvel environnement. Par exemple, je tiens à célébrer le premier jour du printemps, Nowruz, qui a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel et matériel en France en 2019. J'essaie de partager notre cuisine traditionnelle. Lorsque j'ai invité des amis français, j'étais heureuse de cuisiner nos plats traditionnels. Cela favorise l'échange culturel et me permet de maintenir un lien avec mon héritage culinaire. Et le plus important, c'était la langue et la tradition linguistique. Je continue à parler notre langue maternelle et à transmettre celle-ci à mes enfants et petits-enfants. De cette façon, nous pouvons préserver notre patrimoine linguistique. Concernant les difficultés rencontrées en France, pour nous, c'était les démarches nécessaires pour obtenir la carte d'identité, la carte vitale et aussi les obstacles linguistiques qui pouvaient entraver la communication avec les services publics. Heureusement, j'ai eu et j'ai toujours des amis qui me guident beaucoup. De plus, il existe de nombreuses associations et organisations comme Greta, OFRA, RSA, qui nous aident à résoudre nos difficultés. Actuellement, j'ai une conseillère au Pôle emploi et une autre en accompagnement au RSA. Mais la plupart du temps, j'essaie de faire mes démarches administratives par moi-même.
en surfant et en cherchant sur Internet, parce que maintenant, j'en suis capable. À propos de la question à quoi avez-vous été obligé de renoncer? Les réfugiés peuvent subir de nombreuses transformations au cours de leur trajet et de leur installation dans leur nouveau pays. En quittant mon pays d'origine, j'ai été obligée de renoncer à ma famille, mes amis, mon travail et ma culture. Nous étions aux prises avec des problèmes financiers. Et la séparation de nos proches a entraîné de l'anxiété et du stress émotionnel. Après être arrivé en France, on a ressenti de la solitude et de l'isolement, surtout que l'on ne connaissait personne en France. En fin de compte, comme tous les réfugiés, j'ai dû faire face à de nombreux défis et des transformations dans ma vie et être identifié en étant qu'individu. Néanmoins, en essayant de surmonter les obstacles, je peux réussir à m'adapter et m'intégrer dans la vie en France. Comme en étant différents, nous pouvons avancer ou pas ensemble. En étant différents, nous avons la possibilité d'apporter des points de vue, des expériences uniques, ainsi que des cultures et des façons de penser différentes. Si nous sommes ouverts d'esprit et respectueux les uns envers les autres, nous pouvons apprendre et grandir ensemble en tirant les meilleures parties des différences de chacun. En revanche, si nous sommes fermés d'esprit ou si nous ne respectons pas les différences de l'autre, alors il deviendra difficile pour nous d'avancer en groupe et de construire une communauté harmonieuse. Par exemple, dans le cours où nous apprenons le français, il y a différentes nationalités. Et quand notre professeure Catherine nous a proposé d'aller visiter le musée, nous avons tout accepté cette suggestion et nous y sommes allés. Nous nous sommes bien amusés et avons beaucoup appris de nouvelles choses en échangeant des avis. Chacun de nous avait une culture particulière. Nous n'étions pas sensibles à la même chose. Ayant des cultures différentes, nous avons découvert ensemble et admiré de nouvelles œuvres grâce à la guide qui a pris le temps de nous expliquer les tableaux et les statues. À la fin, j'aimerais dire que j'espère qu'un jour viendra où personne ne sera forcé de quitter sa patrie. Parce que la patrie, c'est l'amour, l'identité et la famille. À la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés par l'obscurantisme. À la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour l'intégrité de l'Iran. Je tiens à mentionner que je suis très reconnaissante de la confiance qui m'a été accordée, de soutien que j'ai reçu de ma chère professeure Catherine, qui m'a beaucoup aidé à m'améliorer et m'intégrer dans la communauté française. Merci. Oui, donc merci beaucoup Tamana de ce témoignage émouvant. Et comment, à travers votre parcours d'émigré, comment vous avez pu le vivre et la relecture que vous en faites. Ça nous montre qu'on peut grandir avec d'autres. Ça nous montre aussi qu'on possède des choses auxquelles on ne fait pas assez attention. Tout à l'heure, je pensais à l'eau courante, mais maintenant à la liberté, qui est vraiment fondamentale. Merci de nous le rappeler. Et puis également, ce que vous avez pu dire, c'est pas de gommer les différences, mais c'est de les reconnaître dans un esprit d'ouverture qui permet d'avancer ensemble, quoi. Merci de ce témoignage. Maintenant, donc, Gérard Duval va maintenant intervenir.
Donc Gérard, vous êtes versaillais avec une expérience de 40 ans en environnement international, d'abord comme officier dans l'armée de terre, puis au sein d'entreprises multinationales et de cabinets de conseil internationaux. Donc après avoir travaillé chez General Electric notamment, vous venez de quitter XPO Logistique. C'est une entreprise américaine de logistique où vous occupiez la fonction de directeur Europe des opérations RH. Donc Gérard, comme vous l'avez souhaité, nous ferons cette présentation à 2 voix. Alors je ne sais pas si on aura 2 micros ou pas. Ça marche, je pense que ça marche. Ouais, d'accord, parfait. Donc, Donc on a gardé le même canevas, un petit peu des questions différentes qui ont été posées. Et comme pour les intervenants précédents, vous allez essayer de chercher à répondre à partir de la relecture de votre expérience, en quoi votre vécu à l'international ouvre à la fraternité ou non. Et là maintenant, après les 2 exemples qui ont été donnés, Bernard sur l'Afrique, mais au sein plutôt d'une ONG ou d'une association, Tana sur son chemin depuis l'Iran, là c'est à propos de l'entreprise. Cette question se pose aussi, est-ce que l'entreprise peut-elle être un laboratoire à l'universalité? Et que peut signifier d'associer ces 2 termes, universalisme et entreprise? Et quel est le cadre de l'entreprise? Merci Françoise. Quand le sujet m'a été proposé, je me suis posé la question dans quel cadre il fallait réfléchir, parce que c'est quand même assez complexe de parler d'universalité et vie dans l'entreprise à l'international. Et je dois avouer que je ne m'étais jamais posé cette question. Et donc j'ai voulu reprendre le terme universalisme et le replacer un petit peu dans sa substance. Et l'universalisme, tel qu'il est défini dans notre Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme et par l'Europe, c'est finalement une philosophie politique qui vise à concéder à tous les citoyens des droits égaux, quel que soit leur particularisme culturel ou sociaux. Ou religieux, pardon, excusez-moi. Donc, comment est-ce que finalement cette définition, on peut l'appliquer ou je dirais la transcrire dans l'entreprise? Car l'entreprise est quand même assez particulière. L'entreprise, c'est finalement une communauté d'hommes et de femmes qui travaillent individuellement ou ensemble pour pouvoir produire de la valeur. Cette valeur, c'est des profits qui permettent, pas au mauvais sens du terme, qui permettent d'assurer la pérennité de cette entreprise et donc la vie des salariés qui y travaillent. Elle a 4 finalités, l'entreprise. La première, elle est économique, c'est évident, je viens d'en parler, le profit. La deuxième, elle est sociale, puisqu'elle doit assurer finalement le bien-être et l'accomplissement des salariés qui y travaillent, qui contribuent à la création de cette richesse. Elle a aussi une finalité interne qui est liée à la direction que donnent les dirigeants à l'entreprise, la vision, la stratégie. Et elle a une 4e finalité qui est la finalité externe qui est liée à l'environnement. C'est la concurrence, mais c'est aussi les réglementations. Et on va voir que l'entreprise, finalement, moi, mon expérience déjà, c'est que l'entreprise, finalement, elle gère toujours un équilibre, c'est toujours un compromis entre parfois des ambitions qui sont différentes et parfois contradictoires, les ambitions des acteurs de cette entreprise qui ont des cultures, des approches sociologiques différentes, des religions différentes. Donc c'est dans ce cadre que je me suis placé pour essayer de revoir mon expérience de 40 années dans le monde international, alors plutôt de 25, c'est l'entreprise, parce que effectivement, l'entreprise, on travaille ensemble pour un résultat et on essaye de composer avec les différences de chacun. Et c'est vrai, c'est extrêmement vrai dans le monde international. Alors, dans quelle entreprise surtout vous avez travaillé et vous pouvez nous en témoigner? Alors, j'ai travaillé je vais donner 2 exemples d'entreprises. General Electric est une entreprise globale, alors c'était à la fin des années 90, entreprise globale, présente dans 130 pays, 300 000 employés à cette époque, à peu près 11 activités, du fabrication du moteur d'avion à la banque, en passant par le transport. Et
et une entreprise qui avait à peu près un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars annuels. XPO Logistique, plus petite entreprise, mais américaine aussi, entreprise de transport, qui a à peu près 34 000 employés, 34 800 employés en Europe, et qui travaille dans 17 pays, avec un chiffre d'affaires à peu près 8 milliards de dollars. Pardon. Donc, quand on a préparé cette séance, vous aviez souhaité aborder 3 thèmes principaux. Donc, le premier, c'était de nous parler des processus communs de gestion. Alors, quand j'ai réfléchi à, finalement, quelles sont les considérations que je souhaitais mettre en avant dans le cadre de comment une entreprise peut participer à l'instauration d'un climat de fraternité, 3 types de considérations me sont venues. Premièrement, c'est donner un cadre commun à l'ensemble des collaborateurs des pays dans lesquels l'entreprise opère. Le deuxième, c'était la connaissance et apprendre aux collaborateurs de l'entreprise à travailler avec des gens différents, comprendre les différences. Et le quatrième, c'est plutôt donner un sentiment d'appartenance. Le troisième, pardon, donner un sentiment d'appartenance. Comment l'entreprise, finalement, arrive à donner un sentiment qui fait que quand on rencontre un collaborateur mexicain, quand on rencontre un collaborateur américain, eh bien finalement, on va se reconnaître autour de valeurs, autour d'actions communes. Donc, on sera en mesure, malgré nos différences, on sera en mesure de travailler ensemble. Donc la première, c'était essentiellement donc, le cadre commun. Alors, je vais aller vite parce que c'est un peu rébarbatif et quand je passe derrière le témoignage très émouvant de Tanase, je vais être un peu mécaniste là. Donc ce sont les processus. C'est comment est-ce qu'une entreprise internationale arrive à, pour des raisons souvent d'efficacité, souvent économiques, mais aussi des raisons de transparence, arrive à mettre en place des processus transversaux communs à l'ensemble des pays, à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et je vais vous prendre juste un exemple pour XPO. L'entreprise a essayé de catégoriser l'ensemble des emplois du groupe de manière unique pour l'ensemble des pays. De façon à ce que finalement, quand un cariste, quand un conducteur, quand un agent de quai au Mexique pouvait rencontrer un agent de quai, ce qui est rare, mais aux États-Unis, ils soient conscients qu'ils font le même travail, qu'ils ont les mêmes actions et qu'ils sont jugés de la même façon, c'est-à-dire que leur travail est reconnu de la même façon dans les différents pays. Ce sujet a été mis en place, a été fait, cette grille a été faite, proposée, mise en place, mais la difficulté a été de la déployer compte tenu des contraintes locales. Contraintes locales qui sont à la fois des contraintes de culture. Très rapidement, un exemple pour le UK, au Royaume-Uni, on a des titres qui sont des titres historiques, des titres qui sont liés au fonctionnement de l'entreprise, etc. Eh bien, il a été impossible d'imposer des titres qui étaient définis par la grille commune. En France, c'est les conventions collectives qui définissent les grilles, les positions, etc. Et il a été difficile de faire correspondre ces différents les postes qui avaient été définis globalement. Donc en fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a une volonté, il y a des choses qui peuvent être faites, qui donnent de la transparence, mais quand même quelques limites aux mises en place. Le deuxième exemple que je pourrais vous donner toujours chez XPO, c'est la responsabilité donnée à un DRH d'un pays d'un processus transverse. Je vais prendre juste un exemple, le processus de recrutement et d'intégration des collaborateurs, qui a été défini de manière unique et qui est applicable à l'ensemble des pays dans lesquels le groupe opère. Et enfin, un dernier exemple sur la performance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue la performance de nos collaborateurs. Eh bien, c'est un même processus avec des mêmes calendriers, avec des mêmes critères d'évaluation qui a été mis en place et qui permet de s'assurer que l'ensemble de nos collaborateurs sont traités de la même façon et évalués de la même façon. Alors bien sûr, l'évaluation reste à la main d'un manager, et donc il y a parfois effectivement quelques variations d'appréciation, mais les critères sont identiques pour tout le monde.
lorsque nous avons voulu ajouter un certain nombre de critères qui étaient des critères comportementaux, là on s'est heurté à une difficulté de compréhension et d'appréhension en fonction des pays. Donc c'est l'autonomie, eh bien l'autonomie pouvait ne pas être perçue de la même façon par un Français, par un Allemand, par un Américain, par un Mexicain. Voilà, donc une volonté d'harmoniser, mais avec toujours ce souci du global. Qu'est-ce qui peut être global, universel? Qu'est-ce qui doit être local? Répondre aux spécificités. Et c'est ce travail qui est dans les entreprises, qui est une condition selon moi nécessaire, mais pas suffisante. C'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que le cadre existe, il n'y a pas de problème, mais la mise en place, beaucoup plus difficile. Voilà. Et donc, si ce n'est pas une condition suffisante, quelle deuxième condition? Alors, le deuxième sujet, c'était, comme je disais, c'est la connaissance. Comment, dans l'entreprise, on réussit à faire comprendre qu'on travaille dans un milieu interculturel et que l'autre est différent et qu'il faut apprendre à travailler avec l'autre. Et je donnerai juste cet exemple chez General Electric dans les années 90. Une partie des cadres dirigeants étaient des jeunes cadres dirigeants qui avaient suivi un même parcours à l'entrée dans l'entreprise. Parcours de 4 ans qui leur a permis de travailler sur des projets spécifiques, internationaux et stratégiques. C'était des gens qui étaient recrutés dans les universités et dans les grandes écoles, quels que soient les pays dans le monde. Et ils travaillaient en équipe sur des projets globaux pendant 4 ans. Ils étaient sélectionnés et évalués tout au long de ce parcours, et les cadres ou les jeunes qui étaient sélectionnés pour prendre des postes de dirigeants prenaient ces postes de dirigeants et avaient cette culture de l'international, avaient compris que ce que voulait dire travailler à l'international, les difficultés sur des projets transverses, les difficultés de communication. Et le message là que moi j'ai en tête, c'est que ce travail de transversalité, d'universalité ou de fraternité, alors fraternité j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un travail qui ne peut être fait que si les dirigeants de l'entreprise instillent cette culture dans l'entreprise. C'est essentiel. Donc, connaître les différences, se reconnaître différent, c'est important, mais ce sentiment, sur quoi, quel code de conduite donner, quel mode de communication faire entre les personnes qui travaillent justement dans l'entreprise? Alors, c'est le troisième thème qui m'a paru important, déterminant pour permettre, je dirais, le travail ou la relation, le lien, la création du lien, c'est la création du sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance, création de sentiment d'appartenance, en tenant compte des différences. Je pense que ce qui est essentiel, c'est ne pas vouloir faire que tout le monde soit les mêmes, mais c'est de bien avoir compris quelles étaient les différences. Et chez General et chez XPO, on a, dans un premier temps, au travers des valeurs. Les valeurs, alors, je sais que ça peut être galvaudé, que les valeurs dans les entreprises sont parfois des miroirs qui ne reflètent pas tout à fait la réalité du fonctionnement de l'entreprise. Mais chez XPO, ce que j'avais remarqué quand même, c'est qu'il y avait un certain nombre de valeurs qui étaient le respect, l'innovation, l'intégration, l'entrepreneuriat et la sécurité, et que ces 5 valeurs étaient des valeurs qui étaient complètement consubstantielles à notre métier, le métier de transporteur. Et qu'elles étaient déclinables dans tous les pays du monde sans interprétation possible. Et pour vous donner un exemple, sur la partie sécurité, nos cadres dirigeants, donc les dirigeants de l'entreprise aux États-Unis, voient une partie de leur rémunération qui est assise sur un certain nombre d'indicateurs liés à la sécurité. Donc, et je n'ai pas rencontré, moi, une seule agence dans les 4 ans que j'ai passé dans cette entreprise, que dans tous les pays d'Europe, qui ne vivent pas ces valeurs. Il y a aussi la communication. Et alors je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous savez que les entreprises ont fait comme la société, on a créé nos propres réseaux sociaux internes. Et nous avons un réseau social interne, XPO a un réseau social interne, ouvert à tous les collaborateurs et qui permet de partager les initiatives de chacun.
de quelque pays que ce soit. Donc on facilite déjà là la compréhension de ce qui se passe. Je vous donne juste un exemple. Nous avons fêté les rois, l'épiphanie au bureau. On a fait une photo et on a envoyé ça et on a eu des retours du grande partie des pays dans lesquels nous opérons. Voilà. Donc créer ce sentiment d'appartenance au travers d'un réseau, d'une communication permanente, de comprendre comment les gens vivent, comment les gens réagissent par rapport à un certain nombre d'actions qui sont menées dans différents pays. La connaissance, c'est la connaissance qui est importante. Et enfin, je voudrais vous donner cet exemple qui me paraît aussi intéressant, c'est la simplification. C'est qu'une entreprise internationale, elle doit elle doit lancer des messages qui sont compréhensibles par tout le monde. Et une chose qui m'a surpris, pardon, pas surpris, mais qui m'a en fait interrogé, nous avions une enquête trimestrielle d'engagement. Alors d'habitude, les enquêtes d'engagement, c'est 40, 50 items. Là, c'était un score. Entre 0 et 10, pour ceux qui sont familiers, c'était le Net Promoter Score, hein, qui permet de classer les gens. C'est une mesure internationale qui était valable dans tous les pays. Donc, comment vous évaluez votre vision de l'entreprise? Et puis, un champ libre, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Et ce sondage était synthétisé au niveau de la direction de l'entreprise et faisait l'objet d'un rapport qui était diffusé, malheureusement pas à l'ensemble des salariés. Je pense que ce sujet-là, on aurait pu le faire pour justement faciliter la transparence, donner confiance. J'arrête là. En conclusion. Oui, là, on va passer sur la conclusion parce que ces notions d'appartenance, on a bien vu que ça permet de vivre ensemble, de se connaître et de vivre ensemble malgré les différences. On rejoint peut-être l'universalité qui permet de fonctionner vers un but commun au sein de ces cultures différentes. Mais finalement, Gérard, quelle est votre conviction profonde derrière toutes ces conditions nécessaires que vous nous avez énoncées au sein de l'entreprise? Alors, pour moi, si vous voulez, toutes ces conditions, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Le fonctionnement de l'entreprise est extrêmement compliqué. On vit dans un monde qui est, vous connaissez, je pense tous, le terme VICA, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc l'entreprise, c'est quelque chose de complexe. Et l'entreprise, je dirais, n'a pas vocation à créer la fraternité. Ça, c'est ma conviction. Elle n'a pas vocation à le faire. Elle peut mettre les conditions en place pour qu'elle puisse elle puisse arriver, mais ce n'est pas sa vocation. Sa vocation est essentiellement économique, sociale. Et donc, ma conviction aujourd'hui, c'est l'individu. L'individu qui a les clés de la relation à l'autre. C'est l'individu qui a la mission de connaître l'autre, d'apprendre les différences et d'apprendre à travailler. Quand on est manager, on a des équipes différentes, on doit pouvoir travailler avec des gens différents en connaissant la manière dont ils réagissent, en connaissant leur culture, en connaissant la différence. J'ai travaillé quelque temps en Égypte, j'ai vécu ça tous les jours, en particulier au moment du Ramadan. Et donc, je voudrais juste, si je peux terminer là-dessus, c'est chacun, à son niveau dans l'entreprise, peut apporter sa pierre à la création de la fraternité. Et je pense que c'est l'individu. Et je voudrais juste terminer par cette citation de Fratelli Tutti. À l'école, à la maison, au travail, c'est l'homme qui doit sortir de lui-même pour trouver en autrui un supplément d'être. Et je pense que c'est tout à fait adapté à l'entreprise. C'est l'autre est important dans l'entreprise et le souci de l'autre pourra amener un supplément de fraternité dans l'entreprise. Merci Gérard de ce regard sur l'entreprise internationale. On avait un peu d'avance avant, ça devrait aller. Voilà. Et j'avais envie de le qualifier de l'entreprise à but lucratif par rapport à ce qui a été avant sur l'ONG. Mais dans tous les cas, ça offre bien, comme on l'avait dit en introduction, un peu comme un laboratoire vers un chemin d'universalité, malgré tous les paradoxes et les compromis que ça demande. Maintenant, nous allons écouter Hans Hertz, notre dernier intervenant. Donc Hans, vous êtes allemand, arrivé en France dans votre enfance. Vous avez fait des études de sociologie en lien avec votre biculture franco-allemande,
Puis, toute votre carrière a été tournée vers l'international. Au cours de ce long parcours, vous avez été président de si j'ai bien compris, la Fédération des acteurs franco-allemands, notamment des jumelages franco-allemands, président de cette association. Et puis, vous avez fait des recherches sur les difficultés d'adaptation de migrants venus en France. Donc, nous vous donnons la parole pour témoigner en tant que sociologue de votre expérience. Merci, oui. Au fond, on peut dire que moi, je suis international quasiment depuis mon enfance. Je suis né juste en face de Strasbourg, à la clinique de Gengenbach, mais j'ai grandi à Rentchen, à 5 km de là. Donc, je suis quelque part, je fais partie des Strasbourgeois, parce qu'autrefois, ce territoire faisait partie de l'État épiscopal de Strasbourg au sein du Saint-Empire. Donc, je suis un vrai Strasbourgeois. Pourquoi international? Bien sûr, le franco-allemand, mais surtout, ma mère a fait la connaissance d'un prisonnier français pendant la guerre. Il était décorateur, elle était décoratrice. Elle traduisait ce qu'on lui demandait de faire en tant que prisonnier dans le village. Il rénovait des maisons des paysans. Et comme ça, ils ont copiné et puis ils sont restés ensemble jusqu'à ce que mon père revienne de Russie en 1951. Donc, j'ai vécu dans un couple franco-allemand beaucoup plus que dans le couple de mes parents. Et puis le dimanche, bien sûr, on venait à Strasbourg, entre 45 et 51, on venait à Strasbourg manger au crocodile. À l'époque, ce n'était pas la même chose que maintenant. Et puis en 52, ma mère, voyant que son mariage avec mon père qui rentrait de Russie ne fonctionnait pas, a rejoint son ami français à Paris. Et c'est comme ça qu'à 10 ans, en 52, je suis arrivé en France. Donc je suis au fond biculturel. J'ai fait ma primaire en Allemagne, mon secondaire et mon supérieur en France. Et en tant qu'étudiant, j'ai parcouru quasiment toute l'Europe de l'Ouest en stop, en faisant quasiment de l'Europe ma principale identité. Donc au fond, l'international, je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, l'international était presque naturel, une seconde nature. Et puis dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé en France et en Allemagne, et j'ai également travaillé en Suisse. Et là, s'il y a un pays qui est international, c'est bien l'unité suisse. Mon premier travail de chercheur, après mes études, j'ai commencé à être dans la recherche. Mon premier travail de chercheur était la confrontation avec les problèmes d'adaptation de migrants venus en France, essentiellement des migrants africains et des migrants caraïbes, et tous les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Donc c'était mon premier job, c'était l'international, mais au sens problématique du terme, comme on l'a entendu ici. Et puis ensuite, j'étais consultant, je suis allé dans le privé, et j'étais consultant dans une agence de conseil internationale, avec des clients américains, italiens, anglais, allemands, hollandais. Et puis, à un moment donné de ma vie, j'ai également été directeur du marketing dans une multinationale suisse, Ascom, multinationale de téléphonie. Donc, au fond, j'ai fait tout le temps de l'international, ce qui fait qu'à la retraite, on m'a sollicité pour rentrer dans l'activité franco-allemande. Et j'étais donc, comme vous l'avez dit, un temps président de la Fédération des associations franco-allemandes. À l'époque, maintenant, ça s'appelle des acteurs franco-allemands, c'est plus large, mais qui réunit essentiellement des comités de jumelage. Donc, je n'arrête pas de faire de l'international. Alors, qu'est-ce qui, dans cette expérience internationale, a pu nourrir ou limiter mon vécu de fraternité? D'abord, le fait que je sois enfant unique. Quand on est enfant unique, on n'a pas de frères. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des frères. On cherche, et des sœurs, bien sûr, merci. Mais comme le thème n'est pas la sororité, mais la fraternité, je me limite à la recherche des frères. On cherche des bons copains, et ça ne marche pas, bien sûr. Deuxième chose, c'est mon choc en tant que jeune Allemand, à 10 ans, de venir en 1952 en France, en tant que représentant de la société qui avait juste fait la guerre et qui avait occupé la France. Donc, du jour au lendemain, je n'étais plus un gentil petit blondinet, cagelé de tous, mais j'étais le sale boche. Donc j'étais rejeté, j'étais dans un village de Seine-et-Marne, j'étais quasiment rejeté. Et bien sûr, mes premières amitiés, parce que je cherchais des frères, eh bien c'était avec les autres rejetés du village. Alors il y avait un Martiniquais, il y avait
le fils de l'ouvrier du charbonnier. Le petit village n'avait qu'un ouvrier, au fond c'était l'employé du charbonnier qui transportait des sacs de charbon, et son fils était un peu en marge, hein. C'était l'équivalent des quartiers aujourd'hui, hein, mais sauf que c'était dans un village de Seine-et-Marne. Et puis il y avait Bouboule. Bouboule, c'était un petit garçon gros dont tout le monde se moquait. C'était mes 3 copains, hein, les rejetés comme moi. Et puis j'ai eu le choc de ma vie, et là je me suis aperçu que du psychique au physique, il peut y avoir des ponts importants. Il y a eu en 54 ou 55 un match de football franco-allemand. La France a gagné. On était devant les téléviseurs au bistrot ou à la maison, on avait le téléviseur, et tout le monde, à la fin du match, se précipite dans la rue, on dit on a gagné. Moi je me précipite, je voulais devenir français. Et j'ai dit on a gagné. Elle me dit non, pas toi. Et je me souviens encore aujourd'hui de ce que non pas toi m'a fait dans le corps. C'est-à-dire c'est descendu comme un glaçon du haut jusqu'en bas. C'est une expérience physique du rejet. Donc ça c'est l'absence, je dirais, de fraternité que j'ai vécue d'une manière assez épuisante. Et puis peut-être encore une expérience qui nourrit aux limites mon vécu de fraternité, celle-là est tout à fait théorique, puisque j'ai choisi le métier de sociologue. Je suis par définition dans un métier où on interroge le mot de fraternité. Hein. Qu'est-ce qui fait groupe, hein? Le sociologue pose cette question, il se pose 2 questions fondamentales. Qu'est-ce qui fait groupe et qu'est-ce qui fait que certains hommes se soumettent à d'autres? Et là, je me rends compte qu'en réfléchissant sur la fraternité, eh bien, vous savez, les intellectuels retournent toujours à ce qu'ils ont d'abord nourris, à savoir le latin. Et quand je regarde le mot latin, Germanus, le frère, hein, qui, entre parenthèses, a donné le nom de Germain, Germanus, ça veut dire être du même germe. Et donc, le mot suppose l'inclusion et l'exclusion, parce que tout le monde n'est pas du même germe. Dès que vous prononcez le mot frère, vous prononcez implicitement l'altérité, hein, la non-fraternité. Donc tout dépend du germe que l'on veut bien partager. Le mot latin dit c'est le germe du père, de la famille. Mais on peut être du même clan, on est frères. On peut être du même coin, on est de l'abri, on est frères. On peut être du même réseau, on est frères entre francs-maçons. On peut être de la même religion, on est frères entre catholiques. La même langue, pour les Allemands c'est très important. On est frères en allemand, en Allemagne, que parce qu'on partage la langue, hein. Les Allemands ne sont pas unitaristes, ne sont pas unis ethniquement. Ils ont une seule unité, une unité minimale, c'est celle de pouvoir négocier ensemble si on parlait la même langue. On peut être frères parce qu'on a la même race, ça devient suspect. On peut être frères parce qu'on a la même espèce, on est différents des chiens. On est du même germe, à savoir Dieu, dont nous sommes tous les enfants. Ce qui m'étonne toujours un peu, c'est que les catholiques, je ne suis pas catholique, les clercs, les moines, les religieux s'appellent frères ou sœurs, mais ils appellent les autres, les laïcs, les enfants. Mon fils, ma fille. C'est quand même bizarre. C'est comme si la fraternité, aux yeux même des catholiques, était impossible. C'est provocateur, hein, vous en doutez. Pour le sociologue, fraternité, ça veut dire solidarité directe. Alors il y a solidarité, elle est soit directe, soit indirecte. Directement, on aide l'autre, ou indirectement, on cotise à la sécurité sociale pour que la sécurité sociale s'occupe d'aider les autres. Ça, c'est au fond la vision un peu sociologique et presque technocratique du sociologue de la fraternité. Alors qu'est-ce que ces expériences parfois très subjectives ont pu changer dans ma vie? D'abord, bon, vous avez vu l'orientation de mes études. Si j'ai choisi d'être sociologue, c'est précisément parce que j'étais le cul entre 2 chaises, entre 2 cultures, et dans ces cas-là, on voit tout à distance. Hein. Quand je vais en famille en Allemagne, on m'appelle le français, et quand je retourne en France, on m'appelle l'allemand. Donc en fait, je suis européen. Mais plus je vieillis, plus je redeviens allemand, et c'est épouvantable. À Strasbourg, là, je prends le pont de Kehl, je traverse, il y a le panneau, République fédérale allemande, j'ai un petit frisson. Premier bistrot à Cork, je m'arrête, je vais dans le premier bistrot, zum Schwan, je m'assieds, et là, il y a la table communautaire, le Stammtisch, il y a quelques gros badouas bien bedonnants, un peu lourds, qui parlent entre eux, je les trouve admirables. Et là, je me dis, il faut que j'aille voir un psychiatre.
Donc la fraternité, c'est aussi le nationalisme, et vous voyez, plus on vieillit, plus de temps en temps on y revient. Alors la conclusion, c'est que la seule possibilité de fraterniser, c'est d'avoir une communauté d'intérêts, se trouver un germe commun d'intérêts et de descendance. Et si on veut trouver un germe commun, quelque chose qui nous unit dans l'avenir et dans le passé, eh bien, il faut absolument mieux se connaître. On ne peut pas trouver quelque chose qui nous relie si nous n'échangeons pas complètement de manière à bien nous connaître. C'est un peu le travail qu'on fait dans les associations franco-allemandes, hein. C'est pas seulement se réunir, s'embrasser sur la bouche et manger ensemble, mais c'est aussi mieux se connaître. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la retraite, je me suis engagé dans notamment un travail culturel au sein de cette fédération. Donc, le seul moyen de devenir frère, je pense, c'est un gros travail culturel. On l'a un peu évoqué aussi au niveau des entreprises, hein. Faire mieux connaître, par exemple dans mon cas, faire mieux connaître faire mieux comprendre l'Allemagne aux Français et inversement. De manière à ce que, quand on se connaît mieux, on peut effectivement peut-être fraterniser plus facilement avec l'autre. Je vous remercie. Donc merci Hans, de cet éclairage autre de votre biculture, on retrouve quand même, je pense chez vous quatre, la notion de l'importance de s'accepter différent, mais de chercher à se connaître aussi. Et puis j'ai bien aimé ce que vous avez parlé sur l'altérité. La fraternité, c'est en miroir l'altérité qui est nécessaire peut-être pour avancer ensemble. Donc merci à vous quatre de tout le travail qui a pu être fait pour arriver à élaborer cette table et vous exprimer tous les quatre. Là, on va vous proposer peut-être de se poser quelques minutes pour un petit peu se remémorer ce que vous avez pu entendre. Et puis derrière, il va nous rester une bonne demi-heure, comme on le souhaitait, pour partager, échanger, approfondir ou questionner ce que vous avez pu entendre. Donc là, on se pose... Bonjour, Blandine Toulon. J'ai une question pour Hans. En fait, j'ai trouvé votre présentation très intéressante et teintée d'humour, et donc c'était très agréable. Et je voulais savoir, j'ai pas mal de questions autour du binôme franco-allemand dans l'Europe, autour de la question de l'Europe au sens large. Il me semble qu'il y a une dimension de fraternité, en tout cas il y en avait une à la base, et il y avait aussi un intérêt commun, un germe commun, comme vous dites, puisque au départ c'était des alliances au fond commerciales. Et je voulais savoir si vous pensez que ça existe toujours, que c'est toujours d'actualité, ou si c'est simplement un fantasme français. Et s'il existe d'autres exemples dans le monde, je n'ai pas moi-même connaissance d'autres exemples dans le monde, et je pense qu'on est un peu européen centré en imaginant qu'il n'y a que le modèle européen comme exemple de fraternité politique et économique. Alors, je vais être un peu pessimiste. Je pense qu'il y avait une fraternité franco-allemande qui était l'addition d'expériences communes, notamment pendant la guerre, après la guerre, les prisonniers. Il y avait plein d'échanges qui se sont créés dans des situations dramatiques. Souvenez-vous de tous ces prisonniers allemands qui étaient les fils de la famille dans la ferme parce que les fils étaient en Russie. Nombre de nos jumelages ont été bâtis sur ces expériences d'après-guerre, des anciens prisonniers, des fils et des filles d'officiers qui ont grandi en Allemagne pendant que leurs parents étaient stationnés en tant que militaires en Allemagne, etc. Il y a eu plein d'expériences franco-allemandes dans l'après-guerre, pendant la guerre et dans l'après-guerre, et toutes ces expériences, toutes ces vécus de fraternité, malgré les crises ou à cause de l'achèvement des crises, aujourd'hui, toutes ces causes n'existent plus. L'Allemagne et la France sont redevenues deux nations qui sont, comme toutes les nations européennes, hélas, étrangères l'une à l'autre. Les Italiens, les Espagnols sont toujours les cousins des Français.
Les Anglais sont assez proches, d'autant plus qu'ils ont un vocabulaire aux 2/3 d'origine franco-latine, hein. Donc quelque part on se sent plus proche d'eux. Et la vraie frontière, le vrai étranger ressenti pour la majorité des Français, c'est le Rhin. Il y a à nouveau cette étrangeté. Et on le voit très bien dans le recul monstrueux du choix de l'allemand dans l'apprentissage de la langue dans les écoles. Nous sommes passés à peu près de 40% d'élèves qui prenaient l'allemand en première langue dans les années 50, 60, 70, à actuellement moins de 12% de jeunes collégiens qui choisissent l'allemand comme première langue vivante dans le cursus scolaire. C'est une belle prise de température d'une espèce de recul du franco-allemand. Même si les deux pays sont deux pays intrinsèquement liés, on ne connaît pas dans le monde de liaison aussi forte entre deux pays à tous les niveaux. Les militaires, par exemple, des échanges entre officiers allemands et français, dans les entreprises, dans différentes administrations. Il n'existe pas de partenariat de ce type-là, nulle part ailleurs. Par contre, culturellement, je dirais que non, il y a toujours une frontière. Je crois que Mme Sauzet a dit un jour, les Allemands adorent les Français mais ne les estiment pas. Les Français admirent les Allemands mais ne les aiment pas. Et je crois que cette définition reste tout à fait juste. Il y a ce fossé. Au fond, c'est le fossé entre la latinité et l'Europe centrale que déjà les latins avaient, hein. Tout ce qui est au-delà des Alpes, au-delà du Rhin, c'est un autre monde. Il y a certainement plus de liens culturels entre un fils d'un aristocrate hindou qui a fait ses études à Cambridge, entre cette élite indienne anglophone et les Anglais, qu'entre les Allemands et les Français. Je dis ça à titre provocateur, mais effectivement, je crois que dans le monde britannique du Commonwealth, il y a par-delà des différences culturelles énormes, il y a plus d'unité de pensée que, par exemple, entre Français et Allemands, qui fonctionnent très bien ensemble, mais qui, à mon avis, ne pensent pas ensemble. Moi, je voudrais peut-être réagir un petit peu sur ce que vous avez dit, parce que certes, en tant qu'enseignante, bon, je n'enseigne pas l'allemand, hein, mais en tant que prof principal en 6e, je vois bien le recul du choix de la langue allemande. Voilà. Mais moi, en tant que parent, j'ai quand même 4 enfants qui ont vécu un échange franco-allemand en classe de seconde. Ils ont eu la chance de partir vivre 3 mois, 6 mois pour l'un d'entre eux en Allemagne. Et puis pareil, en échange, on a reçu le correspondant allemand. Et c'est vrai que c'était une expérience très riche. Mais c'est vrai qu'on a pu le faire parce que pour notre fille aînée, il y a un professeur d'allemand qui portait le projet, qui en a parlé dès la réunion pour les futurs lycéens, la réunion qui avait lieu en avril. Et après, pour nos dernières filles, il a fallu se débrouiller tout seul, quoi. Voilà. Et c'était pas tellement valorisé au sein de l'enseignement. Enfin, nous, nos enfants ont pu vivre ça et bon, c'était quand même riche, quoi. Avec l'OFAGE, voilà. Et après, comme ils étaient engagés dans le scoutisme, c'est vrai que j'ai un de mes fils qui s'est, comment dire, qui a aidé à faire en sorte qu'il y ait des camps franco-allemands, enfin qui aidait les camps franco-allemands à se faire, voilà. On peut relever aussi un phénomène lié à Internet, hein, sur le choix de l'anglais en première langue pour une grande majorité, en sachant que les Français ne sont pas très bons pour apprendre les langues, donc ils en apprennent déjà une difficilement et ils choisissent l'anglais. Donc ce n'est pas forcément une désaffection pour l'Allemagne. Si, bien sûr, puisque les Français sont obligés de prendre 2 langues. Donc, s'il y avait des affections, s'il n'y avait pas de désaffection pour l'allemand, l'allemand serait privilégié en seconde langue, en 5e ou en 4e. Or, c'est l'espagnol, qui n'est économiquement de quasiment aucune utilité comparé à l'allemand, puisque la principale des échanges économiques avec les pays d'Amérique latine se fait déjà souvent plutôt en anglais. Pour la simple raison, c'est qu'une grosse partie des échanges se font avec le Brésil, et le Brésil n'est pas hispanophone. Vous avez là une prise de température. L'allemand n'existe quasiment plus en LV2 comme il existait autrefois quand il n'était pas pris en LV1.
Donc c'est une vraie désaffection pour l'allemand. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près 2% d'élèves qui arrivent au bac avec l'allemand. C'est une chute vertigineuse. C'est vertigineux, c'est-à-dire qu'une partie de la culture allemande ne peut même plus passer à travers ce véhicule qui était l'enseignement de l'allemand. Bonjour, Xavier. Je voudrais réagir à vos témoignages, pour lesquels je vous remercie, qui étaient très intéressants, sur la notion d'international. Je dois dire que j'ai quelques difficultés avec cette notion, parce qu'elle a été présentée, et ça je pense que nous en portons la responsabilité, elle a été présentée notamment à la génération qui monte, comme étant remplaçant la notion de patrie, la notion de pays. Et actuellement, on a une jeunesse, principalement, mais pas que, on a une jeunesse qui dit qui ne sait plus où elle habite. On leur dit l'Europe, on leur dit le monde, et puis bon, lorsqu'ils sont en France ou d'autres pays, je suppose aussi, bon, ils ne comprennent plus ce qu'on leur demande, et on a les crises qu'on connaît, qu'on traverse actuellement. Personnellement, moi, j'ai toujours été très choqué par les discours délétères qu'on entend, notamment de hauts responsables, et j'ai le souvenir de Madame Lagarde qui disait « Moi, je suis citoyenne du monde, j'habite New York, j'habite Berlin, j'habite Paris, ça a peu d'importance. » Mais quand on dit ça à un gamin qui a des difficultés à vivre en France, mais il ne comprend pas. Il se dit « Mais elle a de la chance, moi, je suis ici et mon devenir est ici parce que j'aurai jamais sa carrière et puis on m'aide pas. Et elle, on l'a aidée à faire ce qu'elle veut. Donc je pense qu'il y a dans cette notion d'international, et effectivement on a des échanges, on doit avoir ces échanges entre pays, trouver la fraternité, ça c'est très important, effectivement. Mais si on ignore nos racines, je pense qu'on ne va pas construire quelque chose de viable. Oui, j'entends ce que vous dites et je sais pas, je vais juste vous poser une question parce que l'international, et je pense que les éclairages qu'on a fait, c'est le fait de se dire que depuis la fin des années 80, on est arrivé dans une globalisation économique et que nos jeunes, ils vont travailler dans une globalisation économique. Ceci ne doit pas enlever la notion de patrie. Un Allemand, je suis sûr, se reconnaît allemand au travers de la structure de son pays. Il n'est pas forcément européen. Un Anglais, il va se sentir anglais. Mais après, moi j'entends deux questions dans ce que vous dites. En tout cas, la notion de patrie, c'est plutôt la notion d'appartenance à un groupe donné. Et l'entreprise, si vous voulez, quand vous êtes en France, moi je vais prendre mon exemple de mon entreprise, on était multinational, c'est-à-dire que les activités sont dans le pays, et on est français, et on travaille en France, mais on travaille avec des gens à l'étranger. Et nos jeunes, ils vont vivre ça. C'est ça qu'ils vont vivre. Et je pense que c'est ça qu'il faut leur apprendre, en tout cas dans l'entreprise. Je pense que l'entreprise peut mettre en place ce qu'il faut pour leur apprendre qu'ils sont français, ils ont une culture, mais ils doivent aussi comprendre que l'autre est différent, fonctionne différemment. Mais la notion de patrie, moi je vais, parce que là on est plutôt sur un autre sujet que je ne maîtrise pas, donc je vais peut-être laisser parler, mais sur l'entreprise, je pense que la notion c'est l'international est important parce que c'est le monde dans lequel nos jeunes vivent. Et ils vivront dans ce monde dans l'entreprise. Oui, moi j'ai été formaté par la culture politique française, mais également allemande, et je me sens plus allemand. Je suis fédéraliste. Comme tous les Allemands, comme les Suisses, comme les Autrichiens, comme beaucoup de pays, les Espagnols, les Anglais ne sont pas non plus unitaristes. En tant que fédéraliste, je pense que la souveraineté, c'est d'abord moi-même. C'est pas la nation. Ça, c'est une idée française, très française. La souveraineté, c'est d'abord moi-même. C'est d'ailleurs pour ça que je revendique, au fond, le droit de porter des armes, mais je ne peux pas. Mais je suis très admiratif de la culture américaine, où ma liberté fondamentale, c'est aussi de savoir faire ce que je sais le mieux faire tout seul, me défendre.
Ensuite, je pense qu'il faut que j'abandonne une partie de ma souveraineté à mon frère d'à côté, parce qu'ensemble, on peut faire le chemin qui nous relie. Quand tous les deux, on est isolés, eh bien, il faut faire, par subsidiarité, alliance avec les autres de la région. Quand dans la région, elle n'est pas capable de faire la grande route, eh bien, on fait alliance entre régions. Chaque alliance au-delà de l'individu est un pas de la subsidiarité. Donc, quand, entre régions, on n'y arrive pas tout seul, on fait une nation, ou une fédération pour les Allemands. Et quand la fédération n'y arrive pas tout seul, elle fait une plus grande fédération, l'Europe. Je ne vois pas de différence entre patrie et Europe. Je ne vois pas de différence entre Europe et universelle. Ce sont seulement des paliers de subsidiarité. Et je ne vois pas où peut être la contradiction entre le fait d'être patriote et d'être pour l'Europe. Je ne vois pas où est la contradiction entre le fait d'être habitant d'un village, avant tout, mais être universel. C'est sans doute tout l'enjeu de notre réflexion, là. Ce basculement entre le... Gérald nous l'a dit tout à l'heure, hein, le global et puis le personnel. Je ne sais plus les mots qui a été... Le local et le global, quoi. Si on voulait revenir à ce dont Bernard nous a parlé, à propos des expériences en Afrique, donc aider sur l'eau, etc., je me posais la question, ça a été évoqué, les échecs. À la louche, quel est le pourcentage d'échecs et de réussite dans les projets qui sont menés? Alors, ça dépend du type de projet, et puis je répondrai que pour les questions d'adduction d'eau. Ça dépend de comment il est mené. Donc, je dirais tous les gros projets internationaux, en particulier l'Europe, taux de réussite quasi nul. C'est-à-dire que oui, les adductions d'eau sont là, mais il n'y a pas de prise de conscience sur la nécessité de mettre en place une organisation pour la pérennité du système. C'est vraiment le métier de l'ONG que j'ai créé. Donc, on ne fait même plus aucune adduction d'eau. On travaille sur les adductions d'eau qui ont été créées par les autres et on met en place une organisation. Je ne l'ai pas trop développé, mais on responsabilise le partenaire en lui demandant de participer à l'investissement sur les équipements, groupes électrogènes, pompes, etc. Et donc, dans le cadre de l'activité de notre ONG, on a également des échecs. Alors, ça me gêne de parler d'échecs parce que, en fait, ça prend du temps. Hein. Donc, il y a un endroit où ça a très, très bien marché, rapidement. Il y a tout un tas d'explications pour cela. Il y a un endroit où ça a bien démarré, puis les villageois, ils ont voulu reprendre eux-mêmes. Donc, ils ont essayé, comme l'enfant veut mettre la main sur le four, quoi. Voilà, il s'est brûlé. Donc là, les villageois, au bout de 6 mois, ils n'avaient plus d'eau. Finalement, on va peut-être refaire comme c'était prévu, et maintenant, ça marche bien. Et il y a un autre endroit, le troisième site où on a travaillé, où 4 ans après, on n'a toujours pas la bonne solution. Moi, ce que j'attends, c'est qu'ils aient une bonne panne bien comme il faut, qu'ils ne puissent pas s'en sortir. Et là, ils vont se dire, finalement, si on faisait appel à un professionnel. Bon, là, je rentre dans les détails, mais c'est pour ça que l'énergie solaire, là-dedans, ne nous est pas favorable, parce que ça marche tout seul. Et ça marche tout seul pendant des années, et que finalement, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une organisation très, très poussée, contrairement au groupe électrogène, où si ce n'est pas bien géré, au bout de 6 mois, ça s'arrête. Par exemple, les projets de l'Union européenne, il y en a un, il a fonctionné 3 semaines, et sinon, de façon générale, au bout de 2-3 ans, il y a à peu près la moitié des équipements qui sont en panne. Pour répondre à... Donc nous, on travaille vraiment sur la responsabilisation de la personne qui va faire fonctionner. Christian, il y a quelqu'un qui veut parler. Oui, pardon. Non, c'est pas une question. Peut-être que non, c'était peut-être un témoignage sur un domaine peut-être un peu plus personnel. J'étais responsable de développement international
d'une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, qui essayait de promouvoir, et qui réussissait de temps en temps, à promouvoir sa technologie et ses produits dans des pays assez développés, du Moyen-Orient, de l'Asie, bon voilà, essentiellement. Et en fait, pendant 20-25 ans, j'ai fait ce métier, et je me suis rendu compte avec l'expérience que souvent on arrivait dans un pays avec des interlocuteurs qui nous écoutaient et auxquels on déroulait un discours qui était je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin et bien entendu j'ai la solution à vos problèmes. Et pendant un jour ou deux, ou même des fois un peu plus longtemps, on déroulait nos présentations, très sûrs de nous, devant des interlocuteurs qui nous écoutaient poliment, et jusqu'au moment où ils avaient la question qui tue, c'est-à-dire la question qui nous faisait toucher du doigt que depuis 2 jours, on parlait de choses ou qu'ils ne comprenaient pas, ou qui étaient tout à fait disjointes de leurs préoccupations de fond. Et à ce moment-là, on faisait l'effort de les écouter et on commençait là à faire un travail intéressant. Et cette notion d'écoute, qui est tout à fait à l'ordre du jour de ce qu'on a vécu cette année dans la CI, cette notion d'écoute, je crois qu'on peut la ramener à notre propre expérience indépendamment de l'international, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, ou que ce soit avec des gens qu'on accueille qui arrivent de l'étranger, ou bien entendu, alors est-ce que c'est de l'arrogance franco-française? Je ne pense pas. Si, ça a été dit tout à l'heure en introduction, on a certainement une certaine conscience de notre culture, de notre savoir, etc., dans tous les domaines, et on n'écoute pas suffisamment l'étranger, qu'il soit dans le domaine des affaires ou qu'il soit dans le domaine de la demande d'accueil. Voilà, et l'expérience professionnelle m'a beaucoup appris de ce côté-là, et j'essayais de le transmettre. Enfin, c'était aussi après un moment dans mes missions, j'encadrais les équipes, et j'essayais de faire comprendre aux gens qu'avant tout, avant de leur expliquer qu'on avait la culture, la connaissance et que tout partait de nous, il fallait écouter ce qu'on avait en face, parce que c'est eux qui savaient exactement ce dont ils avaient besoin. Voilà. Oui, je me permets de réagir, parce que là je souscris à 200% ce que vous dites. Et c'est vrai qu'en particulier pour l'Afrique, il faut vraiment se mettre dans cette attitude d'écoute, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident, parce que, je l'ai un peu dit tout à l'heure, ils vont répondre, ils vont s'exprimer de la façon dont ils savent qu'on attend ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Et il faut vraiment bien connaître l'Afrique pour, à un moment, leur dire, bon, ça va, là, ça c'est le discours officiel, maintenant, qu'est-ce que toi, tu penses? Voilà. Mais je souscris totalement à cette nécessité absolue d'écoute. Mais pour ça, il faut vraiment connaître le pays pour savoir ce qu'il y a derrière. Merci. Donc moi, c'est en complément, Bernard. Donc vous nous avez parlé effectivement des projets. On comprend bien qu'ils s'inscrivent des fois dans le temps long aussi. Voilà. J'aimerais effectivement avoir votre retour d'expérience, mais là, cette fois, c'est sur les volontaires qui partent. Voilà. Et comment nous faire part, comment ils vivent cette expérience, comment sont-ils transformés quand ils reviennent? Est-ce que c'est une bonne expérience ou pas? Ah, le volontariat, c'est vraiment tout un sujet. Alors, le volontaire qui part, que ce soit 6 mois ou comme moi à l'époque 2 ans sans WhatsApp, lui, il va vraiment vivre des choses. Et il va revenir changer, ça c'est sûr, mais positivement. Il va avoir l'esprit ouvert, ou alors il craque au bout de 15 jours, 3 semaines, hein, et puis il rentre. Hein. Mais sinon, ça va vraiment lui ouvrir les yeux sur d'autres modes de pensée, sur d'autres façons de voir. Donc c'est vraiment une expérience qu'il faut mener. En revanche, je suis beaucoup plus dubitatif sur l'action
qu'ils vont faire sur place. Parce que pour bien comprendre, entre autres en Afrique, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut 2-3 ans, quoi. Donc bon, donc c'est très bien. Ça ne fera pas de mal aux gens sur place non plus. Mais résultat, apport, pas grand-chose, quoi. Hein, faut pas s'illusionner qu'on va en 15 jours, enfin en 6 mois, voilà. Hein. Alors, je vais être un peu provocateur, là, Hans, on a fait sa spécialité, mais toutes les petites ONG là qui, on va faire une école là-bas, on va envoyer des jeunes qui vont faire une école. Et le maçon local, vous le mettez au chômage? Ou on va revenir, on va aller là-bas distribuer des stylos, des cahiers, tout ça. Et le commerçant local, il fait comment après? Voilà. Donc, bon. Si vous voulez construire une école, n'envoyez pas des volontaires pour la construire à la place des locaux, mais envoyez de l'argent, effectivement. Et envoyez quelqu'un pour surveiller où passe l'argent. Parce que là, ça... J'ai eu la chance d'aller en Guinée Conakry depuis quelques années, et je me suis aperçue que très souvent, on est limité par les politiques. Très souvent, on a les idées, alors comme vous dites, on fait déjà un projet, on étudie, on ne se lance pas comme ça, mais au bout d'un moment, on se dit l'ONG ne peut plus rien faire. Et est-ce que vous, dans votre expérience, ça vous est arrivé de mettre pas mal de choses en place et de vous dire, bah non, là on arrive à un certain point, on dit stop, on ne peut pas aller plus loin, c'est plus de notre sort. Alors, je ne vois pas trop le sens de quand est-ce qu'on se trouve bloqué, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il faut connaître la politique du pays en la matière, que ce soit la santé, que ce soit les questions de scolarisation ou que ce soit l'eau. Et malheureusement, souvent, moi je me rappelle avoir été dans un truc de Amnesty International, et il y avait une petite ONG qui était là et qui nous disait, et puis surtout, vous inquiétez pas, on travaille totalement en dehors des structures locales, de la mairie, voilà. Non. Il faut absolument, au contraire, travailler avec les structures locales. Ce n'est pas simple, parce qu'ils demandent leur part. Hein, faut savoir gérer ça. Hein, mais effectivement, les projets doivent s'inscrire dans la politique locale. Hein. Donc, je ne sais pas, votre question, quand est-ce qu'on se trouve bloqué? Mais effectivement, il y a un moment, si ça prend de l'ampleur, il faut aller au ministère. Et dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire mais ça doit s'inscrire dans les politiques locales. Ça, c'est pour... Monique, si tu fais partie d'un projet d'aide à des enfants malvoyants, c'est ça, en Guinée. Hein. Donc, vous êtes allé pour essayer d'avoir de l'argent et autres, et développer une nouvelle école. Oui, je voulais revenir sur une question là, par rapport à l'entreprise. Gérard nous a dit, l'entreprise elle a d'abord une vocation de créer des richesses, gagner de l'argent, et donc et en même temps, il nous a dit à créer des valeurs communes, sécurité, innovation. Et si je fais le lien avec ce que disait Hans ou ce qu'a dit aussi Jean-Marc, c'est producteur de fraternité, ça. Et je trouve que c'est intéressant de s'en apercevoir, quoi, hein, parce que quand on est dans l'entreprise, on peut individuellement agir, mais l'entreprise elle-même, de même qu'elle elle peut avoir une responsabilité sociale, elle peut aussi avoir une éducation à la fraternité dans notre société aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'était un peu ma... Si je puis me permettre, pour rebondir, vous avez quand même quelques initiatives nouvelles qui sont les entreprises à impact, par exemple, hein, la loi PAC de 2019 qui justement, au pendant économique, donne un pendant social et un pendant de responsabilité de l'entreprise. Et donc ça aussi, c'est facteur, je dirais, de sentiment d'appartenance. Je voulais rebondir là-dessus, justement. Merci Pierre-Yves Toulon. Moi, j'ai une expérience qui commence à dater maintenant, parce que c'était entre 84 et 2000. J'ai travaillé 16 ans pour HP, donc un gros groupe international dans l'informatique. On a été jusqu'à 300 000. Ce que j'ai expérimenté là-dedans, alors je partage
ses remarques sur effectivement l'entreprise comme source de fraternité potentielle, on va dire. Parce qu'effectivement, moi j'ai travaillé indifféremment avec des Américains, des Coréens, des Japonais, des Allemands. Voilà, c'était les gens principaux avec qui j'étais en relation. Et on retrouvait toujours effectivement une espèce de racine commune qui était propre à l'entreprise. Par contre, ce que j'ai vécu sur la fin, et encore plus les gens qui sont restés après moi, après les années 2000 dans HP, c'est finalement la fragilité de ce système-là. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'entreprise n'a pas vocation à générer de la fraternité. Elle a vocation à être un système économique qui fonctionne plus ou moins bien en respectant plus ou moins les gens qui travaillent dedans. Je pense que le phénomène d'entreprise à impact, etc., peut être à même de pallier un peu ces déficiences et remplacer la dépendance aux dirigeants principalement. Chez HP, c'était ça, je veux dire, c'était vraiment les dirigeants, Bill Hewlett, Dave Packard, depuis 1939, dirigeants chrétiens par ailleurs, enfin, c'était pas érigé en dogme dans l'entreprise, mais qui véhiculaient quelque chose vraiment par rapport à leurs employés et qui faisaient des gens qui travaillaient dans la société la première ressource de l'entreprise. Et quand ils sont morts tous les deux à la fin des années 90. Leurs multiples héritiers, bon, ils sont un peu comme dans les héritages, sont battus en duel. Et pour la première fois dans l'existence de l'entreprise, on a fait monter à la tête de l'entreprise quelqu'un qui n'était pas du sérail. Puisqu'il y avait une tradition depuis 1939 que toujours le CEO, le PDG de l'entreprise était toujours issu de l'entreprise. Et c'est parti. Alors, ça correspondait aussi à la financiarisation extrême de l'économie de la fin des années 90, etc. Et c'est là qu'on a vu un peu le système. Enfin, moi, j'ai réalisé que le système était vraiment basé sur la personnalité des fondateurs, qui tenaient un peu ça, pas d'une main de fer, mais enfin bon, qui vraiment prônaient ça et véhiculaient ça dans leur vie de tous les jours. Et que dès que on est passé dans un mode plus financier, le truc a commencé à se déliter, quoi. Et alors, je ne dis pas que les gens s'y retrouvaient plus, mais je veux dire, il y a toute ma génération, en gros, a vécu une énorme frustration dans les années 2000 parce qu'on a vu partir un peu à volo cette fraternité qu'on ressentait et qui était vécue comme vraiment quelque chose à la fois d'extraordinaire et quelque chose de vital dans l'entreprise et dans je vais dire, dans le sens qu'on donnait à notre profession et à notre participation à cette entreprise-là, quoi. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si ça correspond un peu à ce que vous pouvez voir dans votre propre expérience, que ce soit chez General Electric ou chez Expo. Voilà. Je pense que ce que j'entends, c'est que finalement l'entreprise ayant une vocation économique, à partir du moment où elle a des ambitions qui ne sont pas alignées sur un certain nombre de valeurs qu'elle prône, ces valeurs finalement vont disparaître. Et c'est ce que j'entends de ce que vous dites de HP. C'est qu'à un moment donné, le dirigeant avait peut-être des enjeux qui étaient des enjeux financiers, des enjeux internationaux. Là, peut-être que c'était les actionnaires, je n'en sais rien, mais des enjeux qui n'étaient pas alignés avec l'ambition qui était celle des fondateurs. Et je crois que j'ai une entreprise en tête, je ne la citerai pas parce que, mais j'ai une entreprise qui est un groupe international dans le domaine de la food, donc je pense que vous verrez très vite. Et un des dirigeants, à un moment donné, avait limité le recrutement parce qu'il voulait s'assurer qu'à chaque fois qu'il recrutait, il recrutait quelqu'un de manière pérenne. Son objectif, ce n'était pas de recruter pour vider derrière, mais c'était de recruter pour le long terme. Et donc ce dirigeant avait imposé, par le haut, avait imposé une restriction de recrutement et un certain nombre de recrutements ne passaient que par lui ou par le directeur financier. Cet échange me rappelle une partie de mon expérience professionnelle, puisqu'en tant que consultant, j'ai également eu affaire à accompagner le changement de grosses entreprises. J'ai accompagné notamment la modernisation de Sassilor Solac, qui est devenu Mittal. Et là, on s'aperçoit, en tant que consultant extérieur chargé d'accompagner le changement, que l'entreprise, c'est un panier à crabes totalement antinomique avec toute fraternisation possible.
Et nous étions chargés de créer de la fraternité à l'intérieur de l'entreprise en aidant les gens à partager un diagnostic qui justifie le changement entre ouvriers, ingénieurs, middle management, contremaîtres, etc. C'est très dur, hein, mais ça dit que les entreprises ressentent en permanence, les dirigeants ressentent en permanence le besoin de faire en sorte que les gens deviennent frères, entre guillemets, dans l'entreprise, parce qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils se bouffent le nez. Et quand, dans les grands changements, c'est particulièrement indispensable que tout le monde tienne ensemble. Donc heureusement, il y a aussi cette conscience de certains dirigeants que l'entreprise n'est pas si fraternelle que ça. Mais on arrive à faire des choses extraordinaires. Je peux vous dire on a créé des groupes d'analyse du travail et de pronostic du changement qui ont fonctionné de manière extraordinaire. Et là, c'est parti chez Mittal. Une dernière intervention, Françoise? J'aimerais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, mais peu importe. J'ai envie de dire, même par rapport à une petite structure, quand on est dirigeant, voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on construit pour que ça devienne pérenne. C'est ma question du jour. Mais je voulais simplement intervenir par rapport au témoignage de Thanas, qui m'a beaucoup émue. Et je me dis que... Enfin, c'est plus des questions que je me pose. Je me dis, est-ce qu'avant la fraternité, il ne faut pas qu'il y ait d'abord dignité humaine, respect de la dignité humaine? Parce que quand on entend votre parcours, on se dit là, à tel ou tel moment, il n'y a pas eu respect. Et comment il peut y avoir fraternité? Est-ce que c'est une première étape avant la fraternité? Est-ce que c'est combiné à la fraternité? C'est des questions que je me pose. Mais tant qu'on en sera à des... Tant qu'on vivra des moments d'accueil, si on peut appeler ça un accueil, en étant, enfin je l'imagine dans un camp ou dans un foyer, tel que vous l'avez décrit, eh bien là, pour moi, il est question non pas de fraternité, mais de respect de dignité humaine déjà à la base. Je pense que quand j'étais au foyer à Vichy, il y avait de fraternité entre les gens. Dignité, oui. Dignité, oui. Il y avait aussi dignité, oui, oui. Oui. Peut-être moins le premier camp. Le premier camp, oui. Non, pas trop. En Allemagne, non. En France, oui. À Vichy. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais dans le premier camp, par exemple, il n'y avait pas de clé. Le mot clé n'a peut-être pas été entendu, qu'il y avait après. Mais l'absence de clé, c'est enlever l'intimité de la personne. On n'avait pas en sécurité en Allemagne parce qu'on n'a pas le clé. Il y avait beaucoup d'immigrants africains qui je me suis fait attaquer par un Africain avec un marteau d'abord. Merci. On va peut-être conclure. Là, il est 16h, cette table ronde. Donc, la question qu'on s'était posée au départ, c'était bâtir une fraternité universelle. Est-ce que c'était une utopie ou une aspiration réalisable dans le contexte international, dont chacun pourra... On a 3 jours pour avancer dans ces questions. En tout cas, ce qu'on peut percevoir dans tout ce qui a été exprimé, c'est que, comme quoi, c'est vraiment important de reconnaître ces différences. Comme l'a dit Thanas, d'être ouvert d'esprit et respectueux les uns envers les autres. Le respect, ça rejoint la dignité un peu. Et on peut aussi retenir, Marc l'avait dit auparavant, de l'universel qui est comme un kaléidoscope, ou que, comme Bernard l'a exprimé, que l'universel, ce n'est pas l'uniforme. Et peut-être qu'on peut retenir que tout doit passer par l'être humain, ce qui a été redit dans les discussions qu'on peut avoir dans les échanges.
et que on a chacun sa pierre à y porter pour la bâtir. Et donc, c'est peut-être ce vers quoi il faut tendre. Merci à tous de votre attention. Maintenant, Christian va nous donner la suite de l'après-midi.